Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse aux pirates barbaresques. Aucun port ni navire espagnol du XVIe siècle n'était à l'abri lorsque sillonnait les mers le féroce pirate Barberousse, allié du puissant empire ottoman de Soleiman le Magnifique. En Méditerranée, par stratégie, François Ier fait appel au corsaire devenu grand amiral de l'empire ottoman. Vous voulez en savoir plus sur Barberousse? Venez avec moi. Alliance impie, union sacrilège, pacte scandaleux. En ce 4 février 1536, l'Occident catholique n'avait pas de mot assez fort pour condamner les capitulations. Cet accord conclu entre la couronne de France et l'Empire ottoman. Ce traité d'alliance garantissait aux navires français de faire commerce dans les terres ottomanes. L'arrangement du moins révélait au grand jour la relation spéciale qu'entretenait depuis des années François Ier, le souverain très chrétien, avec l'infidèle le plus influent de son époque, Soleiman le Magnifique. Depuis son siège d'Alger en Afrique du Nord, le pirate Barberousse terrorisait la Méditerranée occidentale pendant la première moitié du XVIe siècle. Téméraire, il multipliait les attaques, détournant les navires et saccageait les ports afin d'entasser dans ses galères des trésors et bon nombre de prisonniers condamnés à l'esclavage. Outre ses qualités de guerrier, c'est grâce à son instinct politique qu'il a pu fonder un royaume prospère, allié de l'Empire ottoman, et défier l'un des plus puissants monarques de l'Europe chrétienne, l'empereur Charles Quint. Né sur l'île grecque de Lesbos d'un père renégat chrétien enrôlé dans l'armée ottomane, les origines de Barberousse étaient plutôt modestes. Uruk, son frère aîné, fut le premier à prendre la mer en quête d'aventure. L'histoire ne dit pas si Uruk s'enrôla dans l'illustre marine ottomane ou sur un navire marchand, mais quoi qu'il en soit, son navire fut attaqué et saisi par l'ordre des Hospitaliers, un ordre militaire chrétien alors en garnison sur l'île de Rhodes, au large de l'actuelle Grèce. Uruk passe 2 terribles années en tant qu'esclave sur l'une des galères des chevaliers jusqu'au jour où il s'échappa. Une fois son frère retrouvé, les deux hommes s'installent sur l'île de Djerba au large de la Tunisie. L'endroit était un véritable repère de pirates où ils rallient leurs rangs avec enthousiasme. C'est alors que les deux frères se découvrent un talent pour la piraterie. Grâce aux attaques qu'ils mènent contre des navires chrétiens, essentiellement espagnols, ils amassent un butin colossal et s'attirent par la même occasion l'attention de l'émir d'Alger, auquel ils finissent par joindre leurs forces. Bientôt, ils étaient à la tête d'une douzaine de navires dont ils se servaient pour lancer des attaques audacieuses contre les bastions espagnols et portugais de l'Afrique du Nord. C'est d'ailleurs au cours de l'une de ces batailles qu'Uruk perd son bras à cause d'un tir d'arquebuse. Un rêve s'était emparé d'Uruk. Il voulait être plus qu'un simple pirate. Il voulait régner sur son propre royaume nord-africain. Cette opportunité se présente en 1516, date à laquelle l'émir d'Alger sollicite son aide pour expulser les soldats espagnols installés sur l'île forteresse du Pénone. Peu disposé à rater une telle opportunité, Uruk s'empresse d'établir son règne dans la ville d'Alger après s'être débarrassé de l'émir, mort noyé lors de son bain quotidien. Par la suite, Uruk se proclame sultan, ce qui fait la joie de son frère et d'un nombre croissant de sympathisants. Uruk ne s'arrête pas en si bon chemin et s'empare des villes algériennes de Ténès et Temklen, qui lui offrent le puissant royaume dont il rêvait tant à quelques encablures de l'Espagne. La réaction espagnole ne se fait pas attendre. En 1518, une armada quitte le port d'Oran, alors sous contrôle espagnol, et déverse un flot de soldats qui mettent à sac la ville de Temklen. Contraint à la fuite, Uruk alla se réfugier dans une chèvrerie où il fut découvert par un soldat espagnol qui le transperce de sa lance avant de lui couper la tête. À Alger, c'est son frère Barberousse qui récupère sa place. Face au regain d'autorité de l'Espagne, Barberousse montre de ses compétences de politicien et cherche l'aide de Soleiman le Magnifique, le sultan musulman du vaste empire ottoman, dont les pouvoirs se concentraient à Constantinople. Soleiman le Magnifique dépêche 2000 soldats du corps d'élite de l'armée ottomane, les janissaires. En échange, Alger devient une province vassale ottomane, ce qui permet à Barberousse de poursuivre ses activités de pirate tout en conquérant de nouvelles places fortes.
Néanmoins, il ne s'était toujours pas débarrassé de la principale menace qui demeurait à ses portes, le Pénone d'Alger, toujours occupé par l'Espagne. En 1529, décidé de bombarder la garnison jusqu'à sa reddition pour ensuite battre son commandant jusqu'à ce que sa mort s'ensuive. Le nom de Barberousse commence à résonner de part et d'autre du monde musulman. Des corsaires chevronnés comme Sinaï le Juif ou Ali Karaman affluent à Alger, attirés par la possible fortune qu'ils pourraient y bâtir. Mais les combats de Barberousse et de ses barbaresques relevaient autant de la piraterie que de la politique. Lorsque, sur ordre de Charles Quint, l'amiral génois Andrea Doria déferle sur les ports de la Grèce ottomane, Soliman le Magnifique se tourne vers Barberousse, qui lui apporte rapidement son aide. Afin d'impressionner le sultan, il charge ses navires de biens les plus luxueux: tigres, lions, chameaux, soie, draps d'or, argent et calices en or, sans oublier les 200 femmes réduites en esclavage qu'il destine au harem de Constantinople. La joie de Soliman le Magnifique fut telle qu'il nomme Barberousse amiral en chef de la flotte ottomane. Tout commence en 1520, au lendemain de l'accession au trône de Charles Quint à la tête du Saint-Empire romain germanique. Le roi de France s'était alors empressé de prendre contact avec la Sublime Porte, encerclé et pris en tenaille par les possessions de son voisin, qui régnait déjà sur plus de la moitié de l'Europe et sur les possessions espagnoles du Nouveau Monde. L'unique obsession du monarque français est de conquérir le nord de l'Italie, maître du Milanais et de la Lombardie à l'issue de la bataille de Marignan en 1515. François Ier s'était vu confisquer ses territoires italiens 10 ans plus tard, en 1525, au terme de la désastreuse bataille de Pavie, qu'il avait opposée aux troupes de Charles Quint. Cherchant du soutien pour faire libérer François Ier, fait prisonnier sur le champ de bataille, sa mère, la régente Louise de Savoie, avait dépêché une ambassade de 12 personnes, chargée de somptueux cadeaux à destination de Constantinople. Mieux, en décembre 1525, depuis sa geôle madrilène, François Ier réussit à faire parvenir un courrier au sultan pour lui proposer d'unir leurs forces contre Charles Quint, présenté comme leur ennemi commun, ainsi que son allié Juan III, roi de Portugal, en guerre contre l'Empire ottoman. Ces tractations n'aboutissent pas, et en janvier 1526, Charles Quint rend sa liberté à François Ier, en échange d'une renonciation aux Milanais et à la Bourgogne, tout en laissant en otage ses 2 fils. Le roi n'avait nulle intention de tenir ses engagements et ne le fit pas. Au tournant des années 1530, Soliman le Magnifique commence lui aussi à s'intéresser à la péninsule italienne, après ses défaites face aux troupes impériales et aux armadas portugaises en Inde. Sauf que le rêve italien du sultan ne ressemble en rien à celui du roi de France. Ce dernier convoitait le Milanais, le sultan briguait toute la conquête de l'Italie. Soliman le Magnifique avait juré de prendre Rome et d'en chasser le pape, à l'image de Mehmed II qui en 1481 débarque en Italie. C'est ici qu'entre en scène le personnage le plus haut en couleur de ce jeu de dupes, Barberousse. Ce redoutable écumeur des mers, né en 1470 sur l'île de Lebzos, fait trembler le monde chrétien. Pourtant chrétien, il le fut au berceau. Grec orthodoxe, il s'était converti à l'islam avant d'embrasser la carrière de corsaire. Pillant, massacrant, capturant à tout va, il s'était si bien illustré dans son domaine qu'il avait été fait gouverneur vassal d'Alger en 1519. Fin stratège, Barberousse avait fait allégeance à Soliman le Magnifique pour se prévaloir de sa protection contre les Espagnols. Nommé grand amiral de la flotte ottomane en 1533, il sert d'ambassadeur officieux du sultan auprès des Français pendant une décennie. Barberousse avait désormais sous ses ordres plus de 100 galères et demi-galères, profitant pour lancer une importante campagne navale tout autour de la Méditerranée. Après avoir récupéré les ports grecs, la flotte de Barberousse sème le chaos sur les côtes italiennes, allant même jusqu'à menacer Rome, où le pape, Clément VII, au crépuscule de sa vie, avait été lâchement abandonné par ses cardinaux, qui dans leur fuite avaient jugé bon de dilapider le trésor pontifical. À Naples, Barberousse et ses hommes tentent de capturer la séduisante Giulia Gonzague, qui échappe de justesse à leur attaque. Mais ces raids n'avaient pour seule ambition de dissimuler l'objectif réel de Barberousse, Tunis. Une stratégie victorieuse qui aboutit en 1534 à la conquête du port de la ville par surprise. Le succès de Barberousse ne dure toutefois pas. L'année suivante, Charles Quint rassemble une vaste armada
composée de ses propres navires venant d'Espagne, du Saint-Empire romain germanique, de Naples et de Sicile. Ajoutée à celle du Portugal, l'armada dirigée par Don Luis de Avis, duc de Béja et frère du roi, à celle des États pontificaux de la République de Gênes et des chevaliers de Malte. Ensemble, ils lancent une grande expédition militaire qui réussit à reprendre Tunis aux mains de Barberousse, après un siège d'une semaine ponctué de féroces affrontements, où Barberousse parvient à s'enfuir pour préparer sa revanche. Il met le cap sur la Méditerranée occidentale et à l'approche de l'île espagnole de Minorque, ces navires hissent des pavillons espagnols qu'ils avaient volés l'année précédente. Grâce à cette ruse, ils entrent dans le port sans être inquiétés, et lorsque la maigre garnison s'aperçut de la supercherie, elle se lance dans une tentative désespérée de défense, mais n'eut d'autre choix que de rendre les armes quelques jours plus tard, face à la promesse que leur vie et leurs biens seraient épargnés. En bon pirate, Barberousse viole sa promesse et pille la ville, sans oublier d'emporter avec lui des centaines d'esclaves destinés à la revente. Au cours des années qui suivent, Barberousse, qui avait à présent 150 navires sous sa gouverne, multiplie les raids le long du littoral chrétien de la Méditerranée. En 1538, alors qu'il était pris au piège dans le port ottoman de Preveza en Grèce, il parvient à repousser une flotte plus puissante dirigée par Andrea Doria. En 1541, il déjoue la grande expédition menée par Charles Quint en personne contre Alger. En avril 1543, Barberousse avait quitté Constantinople avec 110 galères et 40 demi-galères. Sa mission, porter la guerre en Italie de concert avec les Français. À ses côtés se tenait l'ambassadeur de François Ier, le capitaine Paulin de la Garde, un ancien corsaire français promu général de l'armée navale. Ce dernier avait assisté aux ravages que l'armada ottomane avait commis dans les Pouilles, en Calabre et en Sicile. En juillet, l'armée du Levant, comme on nommait l'escadre ottomane, fait escale à Marseille où elle fut accueillie en grande pompe. Fanfare, canonnade, acclamations. Elle reprit la mer début août pour mettre le cap sur Nice, ville alors rattachée au duc de Savoie, allié de Charles Quint. Le 5 août, les galères de combat ottomanes, épaulées par une soixantaine de navires français, jettent l'ancre devant Nice. Après 20 jours de siège, de bombardements intensifs et d'assauts de troupes franco-ottomanes, Nice finit par se rendre. Après avoir réussi à s'emparer de la ville, les assiégeants échouent face à la résistance héroïque des soldats défendant la citadelle. Début septembre, renonçant à faire tomber le château, Barberousse reprend la mer après avoir mis la ville à sac, en emportant avec lui 2500 prisonniers. Le trafic d'esclaves était l'une de ses principales sources de revenus. Mais déjà, entre les Ottomans et les Français, la discorde commence. S'estimant sous-exploité, Barberousse menace de repartir. À ce moment précis, François Ier décide de céder sur tout, à commencer par Toulon, qui lui livra pour y établir ses quartiers d'hiver et de base arrière pour harceler l'Espagne. En chemin, Barberousse fait enlever 300 enfants et religieuses aux environs d'Antibes. En octobre 1543, l'armada de Soliman le Magnifique fait son entrée dans le port provençal. Malgré les ordres du roi qui avait exigé que les Toulonnais abandonnent leur logement au profit des Ottomans, les édiles locaux déployèrent des trésors de diplomatie pour maintenir une partie de la population entre ces murs. Ceux qui restent furent les témoins du désastre. 30 000 hommes exigeaient d'être nourris. Certains chroniqueurs de l'époque évoquent des orgies réunissant capitaines français et janissaires ottomans. D'autres dénoncent des rapts de jeunes hommes de la région envoyés grossir les rangs des galériens. La cathédrale Sainte-Marie majeure fut convertie en mosquée. Un harem fut aménagé près de l'évêché. Toulon était devenu une vaste caravansérail où la monnaie ottomane avait cours. Au bout de 6 mois, la population fut exsangue. À la belle saison, François Ier s'émut enfin du sort des Toulonnais. Quant à Barberousse, il brûle d'impatience de croiser le fer. Mais contre qui? Le roi de France voulait soumettre la République de Gênes, tandis que le pirate voulait forcer les Espagnols à quitter Tunis. Menaces, protestations et griefs des deux côtés. Au printemps 1544, l'alliance vole en éclats. Avant de lever l'ancre, les corsaires et les soldats ottomans réclament leur solde au roi de France, 800 000 écus d'or, pour une bataille qu'ils n'auront jamais livrée. Le 26 mai 1544, Barberousse quitte la côte française. Il emportait avec lui d'innombrables pièces d'orfèvrerie, quantité de vivres et de munitions, ainsi qu'un insondable mépris pour les Français.
François Ier rend l'âme 3 ans plus tard, le 31 mars 1547, laissant derrière lui son mirage italien. Barberousse quitte la France pour longer le littoral espagnol et piller telle ou telle ville. L'année de la retraite arrive finalement en 1545 pour Barberousse, qui se retire à Constantinople, où il allait passer la dernière année de sa vie à dicter paisiblement ses mémoires. Il meurt le 4 juillet 1546. Comme on l'a vu, corsaire ottoman sous le règne de Soleiman le Magnifique, Barberousse a occupé les postes de sultan, puis de gouverneur général de la régence d'Alger et de grand amiral de l'Empire ottoman. Il prendra également le titre de sultan de Tunis en 1534 après la prise de la ville. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.